prenez jamais assez de départ. Tous les jours, vous devriez en faire de 15 à 20. Tous les jours. À vos marques. Prêt. Je m'appelle Gérard Bosc. Je suis né à Toulouse il y a 68 ans. Je suis marié et j'ai 3 enfants. Vivant à Toulouse, ma petite enfance et mon adolescence, j'ai été quasiment élevé dans la rue. C'est-à-dire que chez nous, il fait beau et on pratique régulièrement tous les sports, j'allais dire naturellement. J'ai eu, par hasard, l'occasion de rencontrer les meilleurs éducateurs de l'époque, en tout cas, et même au plan national, que la guerre avait ramené dans notre région. Très vite, donc, j'ai rencontré un entraîneur de grande qualité qui s'appelait M. Jaunet, qui plus tard aura un destin national. Et je l'ai suivi dans ses différentes pérégrinations. Je n'ai pas eu une carrière d'athlète de qualité, mais j'ai fréquenté les bons athlètes, ce qui m'a permis d'apprendre un certain nombre de choses techniquement, qui m'ont donné une base solide et un peu en avance sur son temps, puisque, je le répète, M. Jaunet était un entraîneur en avance sur le sien. Cette envie d'entraîner, je l'ai eue, je ne sais trop comment, par quel déclic. Peut-être parce que, ayant envie de faire des études d'éducation physique, j'ai été accroché par un autre animateur de la région, très connu, René Lavergne, qui mettait en place des centres de perfectionnement sportif, des nouveautés en matière d'entraînement, et qui avait besoin de jeunes gens un peu dynamiques pour animer. Et il nous donnait un programme, et il s'agissait de le mettre en application, qu'il n'y ait pas trop de chahut sur les terrains. Et je me suis retrouvé là pour lui faire plaisir, et aussi parce qu'il me donnait quelques sous qui me permettaient d'avoir de l'argent de poche. Monsieur Antoine a de bonnes relations dans le village, il est l'instituteur d'Enzel. Bonjour Antoine. Salut Antoine. Alors, ce basket? Ça marche? Pas mal, pas mal. Justement, je vais à l'entraînement où les gars m'attendent, je suis en retard. À bientôt. C'est un instituteur moderne, dynamique et sportif. L'école n'est pas le seul champ de son activité. Il y a aussi le terrain de basket qui peut être un terrain éducatif. Les enfants qu'il a instruits en classe, il les retrouve adolescents. Par le sport, ils continuent leur formation et leur éducation d'hommes. Allons, pressons, en rang ou plutôt sur 2 colonnes. Pour Monsieur Antoine, le basket n'est pas qu'un jeu. C'est aussi une discipline librement consentie au profit d'une équipe, donc d'une société. J'ai l'impression que j'ai toujours été entraîneur. Je ne l'ai pas toujours été, mais il me semble que c'est comme ça que ça s'est passé. Parce que, en contact direct et vraiment journalier avec quelqu'un qui était très, je le répète, en avance sur son temps et qui a fréquenté d'autres, je découvrais, à une époque où le basket se fabriquait complètement, le basket américain commençait à rentrer dans nos mœurs et on y découvrait vraiment toutes sortes de techniques. J'étais face à quelqu'un qui me le faisait passer quasiment en direct. J'étais entraîneur de première division, j'avais 29 ans et c'était en Normandie. Et là, j'avais été mis en situation de devenir entraîneur sur les recommandations de M. Jaunet. J'ai donc commencé à devenir entraîneur d'équipe de première division très tôt et j'ai commencé donc à me planter très tôt. Parce que j'avais des idées qui étaient des idées théoriques intéressantes sûrement, en tout cas qui se voulaient originales, mais la réalité du terrain m'a amené à comprendre qu'il ne faut pas être trop en avance sur son temps et que c'est les joueurs qui décident de tout et certainement pas l'entraîneur. Et si les joueurs n'ont pas envie de faire ce que vous dites, ça ne sert à rien. J'ai donc appris à mettre en ordre un discours qui était un discours pédagogique d'éducation physique que m'avait donné ma formation, à le transférer vers de la pédagogie qui serait plutôt réaliste. Qu'est-ce que c'est qui marche? Qu'est-ce que c'est qui ne marche pas? Qu'est-ce que c'est qui convient à ces gens-là
et qu'est-ce que c'est qui ne leur convient pas. Ils ont sûrement tort de ne pas accepter le beau discours que je peux leur donner par ailleurs, mais ils ont sûrement raison parce que ce sont leurs jambes qui travaillent. Et de suite, j'ai compris une chose, c'est qu'il fallait que j'observe ce qui se passait, mais que je l'observe de manière neutre, de façon à ne pas interférer avec ce que j'apprenais ou que j'avais appris dans les livres ou en éducation physique. Sur le plancher du Palais des Sports de Paris, ceinturé par 12 000 spectateurs, les basketteurs de l'équipe de France en maillot clair reçoivent ceux de l'équipe nationale de l'URSS, parés récemment encore du titre de meilleur joueur du monde. Mais au fil des minutes, on constate bientôt que les élèves français peuvent donner la réplique aux maîtres soviétiques. Cependant, les descentes rapides des tricolores ne seraient pas toutes victorieuses si les géants Beugnot n'étaient là pour reprendre les balles perdues. Mais l'autre géant, le russe Kroumine, prouve qu'il s'est marqué aussi. Devant la défense individuelle très serrée des soviétiques, les Français pratiquent un excellent jeu de passe prolongé jusqu'au tir à mi-distance. Puis, l'URSS repart avec le redoutable Stomkus qui sert Kroumine, lequel marque encore. Et alors qu'ils étaient menés par 29 à 25 à la mi-temps, les Français, bien emmenés par Monclar, remontent magnifiquement et gagnent par 61 points à 55. Donc il y avait beaucoup de choses à observer et c'était assez désastreux, surtout quand on le comparait avec les joueurs étrangers, particulièrement américains, qui commençaient à rentrer à la fin des années 60 sur notre sol et qui tenaient, qui avaient un comportement sur le terrain qui paraissait des extraterrestres. J'avais donc, sans le formaliser comme je le fais maintenant, deux images, une quasiment idéale d'un comportement de basketteur et une autre pratiquement péjorative. Et la question, c'était de savoir comment on pouvait s'approcher de l'image idéale. Et pour le faire, il fallait qu'on ait des entraîneurs qui s'intéressent à la chose de manière plus continue qu'ils ne le faisaient à l'époque. À l'époque, on ne s'entraînait pas assez, comme si s'entraîner 2-3 fois par semaine était suffisant. Donc la quantité de travail est devenue un élément important dans ma réflexion, et avec d'énormes difficultés à le faire passer. Deuxième difficulté, il fallait arriver à convaincre les individus que c'était par la quantité et par la modification de leur comportement qu'on pouvait faire des progrès. Et je n'y arrivais pas avec des seniors. Et j'ai pensé qu'il fallait que je commence avec des tout jeunes. Et d'où mon travail avec la première idée de créer des centres de formation dans les clubs, première division. C'était de prendre des jeunes qui étaient intéressés et de leur faire continuer à faire leurs études, parce que là, les parents tenaient à ça de manière absolue, et de les faire travailler 2 heures par jour. Eh ben, j'ai mis des années à le faire comprendre. Maintenant, tout ça paraît évident. Faire travailler quelqu'un 2 heures par jour, ça voulait dire qu'ils avaient des courbatures, ça voulait dire qu'ils ne supportaient pas, eux, le travail. En dehors de l'État habituel qui disait, de certains médecins qui se plaignaient et qui disaient comment ils vont travailler 10 heures par semaine à faire du sport, mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Et des collègues d'éducation physique qui hurlaient, qui ne s'en souviennent peut-être pas, mais qui hurlaient après la précocité de mon travail trop intense. En s'obstinant peu à peu, je me suis aperçu qu'il y avait des modifications,
que finalement, le travail d'oser, et Dieu sait s'il fallait qu'il le soit, amenait ces gens-là à faire des progrès. Et du coup, prenant de l'amplitude dans leurs gestes, dans leur motricité, ils savaient faire un certain nombre de choses qu'ils ne pouvaient jamais aborder avant. C'est toujours ce modèle du joueur américain. Aujourd'hui, tout le monde se matche la balle dans le panier avec une facilité dérisoire. À l'époque, il fallait mettre des trampolines pour qu'ils puissent le faire. Des garçons de 1m90, 92, qu'on arrivait à trouver, qui avaient une motricité faible. Et ce n'était pas parce qu'ils étaient nuls, c'est parce qu'on ne les mettait pas en situation d'exprimer leur motricité. En basketball, il faut pouvoir réagir vite, agir vite, il faut être véloce, vif, il faut être capable de se déplacer très vite. Être fort et être vite ne peut se concevoir dans un sport collectif qu'à la condition d'être capable de tenir pendant le temps du match, d'être endurant en quelque sorte, sans que l'intensité baisse ou que l'adresse diminue. Cette adresse, c'est certes la précision dans les tirs, mais c'est aussi une certaine aisance corporelle, une facilité dans les gestes que l'on appelle également coordination. L'adresse s'exprime d'abord par la précision. L'évaluation par le tireur de la distance du ballon par rapport à la cible et du ballon par rapport au corps constitue un préalable pour qu'il puisse combiner une force et une trajectoire. Elle s'exprime aussi par la difficulté de la réalisation ou par l'enchaînement de plusieurs difficultés. Elle s'exprime enfin par la parfaite adaptation du tireur aux réactions défensives adverses. Ça, cette découverte-là m'a amené à mettre en place une façon d'entraîner un petit peu différente de celle qu'on m'avait enseignée. On m'avait enseigné qu'il fallait faire un petit peu de préparation physique en faisant de la gymnastique type Hébert. Ensuite, qu'il fallait faire de la technique. On mettait les gens face à face, on leur faisait faire des passes, du dribble, etc., du shoot. Et puis après, on faisait un petit peu de tactique, ce n'était pas le plus important. Éducation de la pensée tactique inexistante. Situation de mise en place sur le terrain, des traits de crayon pour montrer ce qu'il fallait faire. Et puis quand on observait vraiment ce qui se passait, on n'avait pas encore de vidéo à l'époque, mais on regardait vraiment, c'était jamais ce qui avait été enseigné, c'était autre chose. Et c'était les anciens, les plus expérimentés, qui trouvaient les réponses. Et ce n'était pas parce qu'on avait ensemble mis en place quelque chose. C'est-à-dire que l'entraînement n'avait aucun rapport avec le match. On ne se servait pas de ce que le match avait donné pour faire l'entraînement, ou en tout cas peu. Moi, j'ai pensé que c'était important, derrière un certain nombre de grands anciens qui avaient pensé la même chose, mais qui n'avaient pas été écoutés. Par exemple, les gens comme Frézeau, qui n'avaient pas été écoutés, plus tard comme Méran, qui était considéré comme un amuseur public, alors que c'était des gens sérieux, bien évidemment, et que notre fédération, ma fédération, où j'étais élevé, niait cette réalité-là. Je pense qu'avoir été celui qui, enfant du milieu, enfant terrible pour eux du milieu, j'ai essayé de faire comprendre qu'il fallait qu'on écoute ces enseignements qui avaient été lancés dans les années 50 et qui n'étaient pas mis véritablement en place. C'est la raison pour laquelle je me suis intéressé très vite après à la formation des cadres et que M. Jaunet m'a confié ça pour que je lui foute la paix. Et moi, je pensais qu'on ne pourrait pas faire de progrès si on ne faisait pas de la formation de cadre. Donc j'ai basculé très vite vers la formation de cadre tout en conservant de l'entraînement. Mais plus dans un club avec les équipes de France de jeunes et ici dans l'établissement avec la première section dite Horizon 80 où le ministère de l'époque avait décidé qu'en 1975 on préparerait les Jeux Olympiques.
de 1980 en donnant des bourses de préparation olympique aux athlètes et en mettant en place des formations pour des jeunes joueurs. Et c'est la raison pour laquelle, m'étant intéressé à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la formation des jeunes joueurs, le directeur technique de l'époque m'a demandé d'être responsable de la section ici à l'INSEP Horizon 80. Je pouvais faire 2 heures d'entraînement par jour, voire 3 d'entraînement par jour, et d'avoir des enfants, des jeunes gens qui pouvaient être suivis au plan scolaire d'une manière sérieuse. Donc c'est ça qui m'a permis de développer des idées originales sur l'entraînement et sur la manière de conduire des équipes, puisque derrière, je m'occupais des équipes de France de jeunes. Lorsque je me suis trouvé confronté à entraîner des gens pour les former pour demain et à avoir avec les mêmes des résultats pour l'heure suivante, c'est-à-dire lorsqu'ils étaient en formation pour devenir des bons athlètes, mais qu'il y avait quand même un championnat d'Europe de cadets qui devait avoir lieu 6 mois plus tard, il a fallu que je trouve une réponse pour apprendre le plus rapidement possible, mais sans toucher au potentiel des individus, en leur donnant des moyens de grandir dans ce qu'ils avaient à faire, mais à être par étapes en forme au bon moment. Et en forme au bon moment, ça voulait dire qu'au mois de juillet, tous les 2 ans, il y avait un championnat d'Europe de jeunes. Et qu'il fallait les préparer à ça, parce que c'était un moment fort, mais il fallait le faire relativement vite. Il ne fallait pas prendre trop de temps. Il fallait qu'ils aient un dénominateur commun ensemble, parce qu'ils n'étaient pas tous ici. Tous les meilleurs joueurs n'étaient pas à l'INSEP, il y en avait un petit peu partout. Il fallait qu'il y ait un dénominateur commun. Et ce dénominateur commun, il fallait que ce ne soit pas simplement de la technique, il fallait que ce soit une conception du jeu, une manière de jouer. Et c'était l'époque où nous découvrions, un certain nombre d'entre nous, comme Jean-Paul Cormy ou Pierre Daho, les techniques américaines en suivant des cliniques aux États-Unis. Make your pass, walk slowly, and come over here and set a good block on the defensive man. Now, as he sets the block here, he's got to make sure that at the same time he sees the ball. He has to see the ball at this particular junction right there. As the block is being set right here, all right? He sees the ball. Now, in order for the man coming off the screen, gets away from the man, he has to take him in at a proper angle. So he can utilize this pick perfectly. He fakes, he leans, comes off real tight, okay? So that there's no space in between, gives a good target coming through. If he's open, he gets the ball. If not, the man who set the block spins to the outside, ready for the jump shot. Now, let's see the drill at normal speed. Watch number 12 after passing. He sets the block and spins back for the shot. Right up. All right, let's go. We'll now work a couple of options from the side. First, we're looking for the jumper off the screen. Off the screen, pop. Good. Où on apprenait, au début des années 70 en particulier, un certain nombre de techniques de la part de grands entraîneurs américains que nous avons transvasées ici et mis en application. Et que j'ai mis moi en application sur un modèle que je me suis inventé, dans le style de le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est d'occuper rationnellement l'espace. Je me suis ensuite rendu compte plus tard que je n'étais pas le seul à penser de cette façon. Mais à l'époque, je pensais que si. Et donc, occuper rationnellement l'espace, avoir des notions de jeu direct et de jeu indirect, que Justin Tessier avait développé bien avant moi, bien entendu. Je ne faisais que synthétiser des savoirs que j'avais eus de par-ci, par-là, aussi bien ceux de mes rangs que d'autres, qui me permettait de donner une logique à mon enseignement. La notion de proximité et d'éloignement, la notion de transition essentielle dont on pouvait passer complètement à côté de son importance. La notion de jeu direct et de jeu indirect est simple à comprendre, mais pas toujours aisée à mettre en application. Le jeu direct peut être représenté par un couloir qui relie le ballon au panier. Il faut d'abord jouer pour soi dans ce couloir. Ou bien
jouer pour un partenaire qui se trouve dans le couloir. Ou bien encore, pour un partenaire qui rentre dans le couloir. Ici, c'est un passe-bas. Une trop grande distance entre les lignes perturbe l'enchaînement des actions et en particulier le jeu rapide. À proximité du panier, une trop petite distance peut créer un embouteillage si le joueur n'est pas éduqué à se réajuster. Par contre, l'écran est un embouteillage provoqué stratégiquement. Savoir porter un écran, c'est-à-dire se rapprocher volontairement d'un partenaire pour l'aider, est le signe qu'un palier technique a été atteint. En défense, la notion de proximité-éloignement peut s'exprimer au travers d'une question. En tenant compte de la position du ballon, à quelle distance dois-je garder mon adversaire selon le danger qu'il représente pour moi ou pour l'équipe? Contester les passes, être bien placé du côté de l'aide, sont une manifestation de la compréhension de cette notion fondamentale. Transiter, c'est plus subtil, car il s'agit de savoir passer de la situation « je possède le ballon », « je fixe, je suis calme », à la situation « je ne possède pas le ballon », « je me déplace, je travaille pour l'équipe ». Je pensais pour l'expliquer en formation de cadre. Et ce que je disais sur le terrain, qui était fait d'onomatopées, de positionnement, de bruits divers, mais qui n'étaient pas des explications rationnelles ou des commandements. Allez là-bas, faites ci, portez l'écran. Et je me suis aperçu que je ne rendais pas les joueurs intelligents. Si je voulais les rendre plus, je me suis rendu compte de ça petit à petit, plus performants, il fallait que ce soit eux qui gouvernent. Donc je leur apprenne à ce que plus tard on a appelé la lecture du jeu. Il fallait qu'ils comprennent ce qui se passait sur le terrain. Et au lieu de leur enseigner des mouvements, je leur enseignais des situations. Dans telle situation, il faut réagir comme ça. Quand le ballon est à tel endroit, il y a de fortes chances qu'il aille à tel endroit, parce que la lecture du corps de l'adversaire va te permettre de comprendre qu'il ne peut pas lancer la balle dans une autre direction, etc., etc. Toute la technique que j'ai enseignée était basée par rapport à son efficacité. Il y a deux manières de vivre un match de basket. Suivre les mouvements des joueurs et du ballon, ou anticiper en portant le regard sur les endroits où doit logiquement se dérouler l'action. C'est cette démarche, celle de l'entraîneur, que nous allons adopter. Et je gommais tout ce qui n'était pas cette efficacité. C'est-à-dire que je sortais du modèle traditionnel. Il faut faire un athlète, un joueur de basket parfait. Il fallait qu'il soit parfait, il savait tout faire comme il faut. Et moi je me suis dit, c'est pas grave qu'il ne sache pas bien tout faire, qu'il sache faire bien quelques éléments. Bien sûr, s'il faisait tout mal, ce n'était pas juste, mais il fallait qu'il sache bien faire quelque chose. Et c'est ce bien-là que je perfectionnais, et le reste, je l'oubliais. Ça n'a pas été facile non plus à me faire comprendre sur ce sujet. D'ailleurs, je m'en moquais complètement de ne pas être bien compris, parce que ce qui m'intéressait, c'était comment les joueurs réagissaient. Et je constatais qu'ils faisaient beaucoup de progrès, et que finalement, ils arrivaient eux-mêmes à gommer leurs propres défauts, sans que j'insiste dessus. Je ne leur en parlais plus. Ou plus exactement, je leur en parlais, mais je n'y insistais pas. Je ne les faisais pas travailler sur ça. Ils savaient dribbler de la main gauche, pas bien. Il fallait qu'ils dribblent de la main gauche suffisamment pour ne pas se faire piquer la balle, mais ce n'était pas bien grave. Ce qui n'était pas le modèle traditionnel. Du coup, ça m'a mené à mettre en place des systèmes, des façons de jouer, qui étaient surtout basés sur la lecture du jeu. Des principes de lecture du jeu. Ces derniers, lorsqu'ils sont assimilés, doivent permettre d'accélérer les apprentissages si les éducateurs effectuent un travail précis dans la mise en place des exercices. Here is the complete turnout offense. All 5 men are in motion with a baseline cutter, a lane cutter, and the first rub-off man coming back to the top of the circle. If no shots open up, we move into a passing game
until a lane cutter or jump shooter gets a chance to score. Defense puts too much pressure on the ball side forward, the guard hits the postman, and the forward back cuts. If the backdoor cutter is not open, the weak side forward comes around for a jump shot. Quel espace va s'ouvrir? Quand un mouvement va se passer à un endroit, ça va ouvrir un espace, il va falloir l'occuper. Qui va l'occuper? C'était ça tout le problème. C'est soit moi qui dis que tu dois aller l'occuper, soit c'est parce que je vois l'espace ouvert que j'y vais. Et ça a été une discussion, un débat avec moi-même et avec certains amis pour savoir si on dictait le mouvement ou si on le suggérait, le mouvement. Finalement, on est arrivé à penser qu'il fallait laisser la possibilité à quelqu'un d'y aller ou bien de dire à quelqu'un de s'y rendre. C'était cette espèce de situation un peu ambiguë, mais qui est, à la longue, l'exemple même de l'activité. C'est comme dans la technique, dans le shoot. Dans le shoot, on ne peut pas balancer le ballon comme ça. D'ailleurs, le spectateur normal, il s'en rend bien compte qu'il ne l'a pas pris au bon moment, ce tir, dit le spectateur. Ça s'appelle la sélection du tir. La sélection du tir, c'est des fois on peut le prendre vite, des fois il ne faut pas le prendre vite. Qui choisit? Qui choisit? Le coach qui dit on fait 3 passes avant un tir, 7 passes avant un tir, ou c'est le joueur qui a senti la réalité du rythme de l'attaque et qui va prendre le tir parce qu'il est dans le bon tempo? Moi, je pense que c'est ça. Et si c'est ça, c'est de l'éducation perceptive, c'est de l'éducation motrice fine, et ce n'est pas du tout du gouvernement de l'extérieur. Il fallait trouver l'équilibre entre l'autorité, un peu gendarmesque, et la liberté du terrain. Et c'était ça qui était difficile. Je n'étais pas tout seul à m'interroger sur des sujets de ce type, bien sûr. Et la chance que j'ai eue, je pense, c'est de venir dans l'établissement, à l'INS, enfin à l'INSEP, pardon, de suivre une formation supérieure aussi, qui était un peu méprisée ou galvaudée pour certains. Or, en fait, c'est là que j'ai pu apprendre et que j'ai rencontré des gens d'un autre milieu que le mien. J'étais complètement enfermé dans le monde du basket et ça ne veut pas dire qu'à côté, je n'allais pas au cinéma ou au théâtre, mais je n'avais pas relationnellement, professionnellement, des rencontres avec d'autres. Ici, j'ai eu cette occasion, et l'occasion de parler avec eux, de m'apercevoir que j'enfonçais des portes ouvertes pour un certain nombre de choses, parce qu'il me manquait beaucoup de culture professionnelle. J'ai eu un grand trou, là, enfin, dans le style, bon, mais je sais vraiment que dalle. Il y a beaucoup de choses que je dois apprendre et intégrer dans ce que je fais. C'est là que j'ai beaucoup travaillé avec Bernard Gros-Georges, avec qui j'ai écrit un certain nombre de livres par la suite, qui n'étaient que la transposition sur l'écrit de ce que je faisais à l'entraînement. Quand certains me reprochaient d'écrire des livres tel intellectuel, j'étais toujours surpris, d'abord parce que je suis intellectuel, il ne faut pas rigoler, et je ne faisais qu'écrire le soir sur un bout de papier ce que je faisais sur le terrain. C'est tout. Et avec Bernard, on échangeait nos idées. Bernard avait reçu une formation complètement différente de la mienne, très proche des gens de la FSGT, et avec, j'allais dire, beaucoup plus universitaire que la mienne. Et je crois que c'est le mélange des deux. Et il m'a fait lire beaucoup de choses, il m'a fait entendre un certain nombre de personnes. Et puis après, de mon propre chef, j'en ai rencontré d'autres. Et en particulier dans les sciences de l'éducation, et sur la dynamique de groupe, sur la façon de gouverner les équipes, sur la manière de sélectionner un groupe. J'ai très vite puisé dans le domaine des sciences humaines, et puis j'ai fait quelques études là-dessus, uniquement pour me perfectionner en relation, dans la relation et en psycho, et ce qui m'a permis d'écrire ensuite un certain nombre d'ouvrages
certains sur l'initiation de base, mais d'autres, en particulier un avec Bernard Gros-Georges, qui a fait autorité pendant longtemps, qui fait encore autorité peut-être, et qui m'a permis de faire des progrès. Parce que je me suis aperçu que pour écrire, il fallait faire extrêmement attention à ce que l'on posait sur le papier. Une date, elle interroge. Si on se trompe, il faut donc vérifier. Par exemple, ou une idée que l'on a écrite, qu'on croit avoir comprise et qu'on jette sur le papier, quand on se relit, on ne comprend rien du tout. C'est pas du tout comme... Ou quand on l'a fait lire à quelqu'un, c'est encore pire. Et ça, je ne savais pas le faire. Et ça m'a appris à synthétiser. Ça m'a appris, du coup, sur mon métier d'entraîneur, à écarter ce qui n'était pas important et à me focaliser sur ce qu'il était. Et chez nous, comme le coach intervient beaucoup dans la réalité du match, et que à cette époque-là, à nouveau, j'avais repris un club qui s'appelle Reims, et que je le suivais de très près en les coachant, il y avait une mise en application directe de la dynamique de groupe que j'apprenais dans les livres et celle que j'essayais de mettre en place. J'ai donc eu, par l'intermédiaire de cet établissement, la possibilité de rencontrer des tas de gens auxquels je dois une partie de mes savoirs, que j'ai transmis dans un certain nombre de livres, comme on l'a dit, mais aussi de documents audiovisuels qui ont été diffusés de façon assez importante. Savoir se démarquer à l'opposé de la balle est un apprentissage essentiel. Le 1 contre 1 avec passeur, extrait de la réalité, permet de le travailler, éventuellement sous forme d'un jeu. Dans celui-ci, l'attaquant doit recevoir la balle près du panier et tirer, et le défenseur l'en empêche. Dans une forme plus basket, on demande au joueur, attaquant, de recevoir la balle dans les espaces clés. Dans cette situation, il tire quand il reçoit en bas et il joue le 1 contre 1 quand il reçoit au poste. Il faut continuellement revenir sur le 1 contre 1. On peut par exemple travailler dans 3 couloirs, utilisés en même temps. Cette situation contraint les joueurs à demeurer dans les espaces qui leur ont été désignés. Dans le 1 contre 1 à l'opposé de la balle, le défenseur est souvent trop proche de l'attaquant. On lui demandera de s'écarter et d'aller vers la balle. Si on ajoute un défenseur sur le porteur, on se retrouve en 2 contre 2. Le possesseur de la balle peut jouer 1 contre 1 pendant que son partenaire demande la balle dans les espaces clés. La formation de cadre, dont j'ai parlé au début, n'a pas cessé de m'occuper, même si j'entraînais. Et si ça prend beaucoup de temps, j'ai toujours conservé de la place pour la formation des cadres. Et donc, je transmettais au cours de ces formations de cadres, de ces nombreux cliniques que je faisais, je devais en faire une 60aine par an. Et ça a duré longtemps. Où je parlais de ce que je faisais sur un sujet et qui me permettait de corriger ce que j'écrivais ensuite. Il y avait donc un lien continuel entre ce que je disais, ce que j'écrivais et ce que je faisais. C'est une grande chance. En matière d'entraînement, je pense qu'au début est la dépendance dans la satisfaction du besoin. Les athlètes, les joueurs ont des manques et je suis censé, moi, leur apporter la réponse. Dans un premier temps, c'est comme ça. Je dis que c'est comme ça et c'est comme ça. Alors j'avais trouvé la formule, c'est pas difficile. Sur le terrain, il y a un patron, c'est moi. En dehors du terrain, je n'existe pas, je suis un homme comme un autre. Sur le terrain, c'est moi. Il faut que vous l'acceptiez. Je disais aux joueurs, il faut que vous acceptiez que je sois votre patron. Et à moi de ne pas devenir insupportable. Mais je ne serai pas toujours agréable. C'était ma façon de me mettre en situation de contrôle et de les mettre, eux, en situation de dépendance. Tant qu'ils n'avaient pas acquis un certain nombre de choses, ils étaient en situation de dépendance. Mon boulot, c'est à raccourcir la situation de dépendance.
plus elle était courte et plus j'étais content de moi. Parce que le deuxième niveau, si on reste dans cette situation de dépendance, on devient un adjudant. Et si on devient un adjudant, on n'a pas de résultat. Surtout avec l'évolution des mœurs et tout. La deuxième partie, c'était maintenant vous savez faire quelque chose, je suis là pour vous rappeler que vous savez faire quelque chose. Au bout d'un certain temps, l'entraîneur doit disparaître. Parce que les autres n'ont plus besoin de lui, parce que son discours est toujours le même. Terrible ce que ça peut user et entraîner, on vous dit toujours la même chose. Donc, au bout d'un moment, les gars le savent, bon, il dit la même chose. Donc, il faut changer. Ou bien il faut changer son style, ou bien il faut changer de groupe. Mais c'est dans ce temps-là, mais tout ça, ça peut prendre bien sûr une dizaine d'années, mais pas plus. Je crois que dans l'entraîneur, c'est d'abord quelqu'un qui est le maître à bord. C'est ensuite quelqu'un qui est le capitaine du navire, et c'est ensuite quelqu'un qui s'en va, qui disparaît, parce qu'il ne sert plus à rien. Il garde l'amitié, il garde le relationnel, le salut de ses joueurs, l'admiration éventuellement. Mais il ne peut plus dire comment il faut procéder. Ça, c'est mon opinion. On a toujours été en relation plus ou moins forte avec la presse. Mais à une époque, c'était vraiment sans grande importance. Aujourd'hui, avec la professionnalisation systématique et les intérêts économiques qu'il peut y avoir, même sur des équipes qui ne sont pas très très importantes, il y a une pression médiatique. Le problème avec les journalistes, c'est qu'ils veulent vendre du papier. Et vous, l'entraîneur, vous n'avez pas grand-chose à vendre qu'à expliquer toujours les mêmes choses. Pourquoi on a perdu? Parce qu'on était les moins forts. Et pourquoi on a gagné? Parce qu'on était les plus forts. Ou parce que les joueurs ont bien appliqué les consignes. Et si on est malin, si on a perdu, c'est parce qu'ils ne les ont pas appliqué, les consignes. Il se crée donc un jeu entre la presse et les entraîneurs qui est un jeu biaisé, continuellement biaisé. Parce que, logiquement, à moins de rentrer dans les détails exacts de ce qu'est le métier d'entraîneur, il n'y a pas grand-chose à dire. Et il faut pourtant dire des choses. Il n'y a pas, avec la presse, une véritable relation. Il y a une manière de se servir les uns des autres. En ce qui concerne le dopage, ça c'est quelque chose de tout nouveau, et je dis comme la plupart de mes amis des sports collectifs, ça me paraît difficile d'imaginer que les basketteurs se dopent. Et pourtant, certains le font. Il est bien vrai qu'aujourd'hui, même si ce n'est pas systématique chez nous, en particulier en France, ça peut l'être un petit peu plus aux États-Unis, où c'est moins surveillé, et où la volonté de devenir hyper costaud a amené les gens à prendre certains produits pour le devenir costaud. Et peut-être que ça pourrait influencer les nôtres. Ceci dit, c'est une plaie catastrophique. Parce que, d'abord, c'est nuisible à la santé, mais ce n'est pas du tout un argument qui passe auprès des athlètes. Quand on dit à quelqu'un de 20 ans, tu vas avoir 40 ans, dans quel état tu seras, le type il rigole. 40 ans, il ne sait pas où c'est. Donc on ne peut pas faire de la prévention de ce type. C'est difficile parce qu'il y a de l'argent aussi et qu'il faut devenir fort. Et pour devenir fort, il peut y avoir des moyens un peu à côté, bien sûr illégaux, sur lesquels on va se laisser tirer l'oreille. Donc le danger est très réel. Donc le rôle des éducateurs et de la famille, et j'y inclus bien sûr la famille dans les éducateurs, est extrêmement important. C'est la manière dont on enseigne l'activité, dont on donne les limites aux gens, dont on leur dit ici tu as tes limites, pour les dépasser, voilà ce qu'il faut faire. S'il y a un prix à payer, ça ne peut pas être le prix de la dope. Il faut que ce soit le prix du travail. Et donc il y a eu un modèle qui est un petit peu différent sur le dopage,
et qu'il faudra que les générations d'entraîneurs d'aujourd'hui intègrent. Quand on parle d'argent, puisque finalement, aujourd'hui, on ne peut pas parler de sport sans parler d'argent, ce qui était une aberration il y a 40 ans, enfin une inconnue il y a 40 ans. En ce qui nous concerne, le basket, on a commencé à devenir professionnel marron vers la fin des années 60 et officiellement devenu professionnel au milieu des années 80. Et je vous laisse imaginer ce qui s'est passé entre les deux périodes. La quinzaine d'années qui s'est passée, c'était un peu n'importe quoi, bien sûr. Des procès, des contrats qui n'en étaient pas. Une situation qui a fait basculer le basket d'une activité de jeu à une activité professionnelle. Maintenant bien normée, bien évidemment, mais qui amène à gagner de l'argent en jouant avec un ballon. C'est quelque chose qui, dans l'esprit de beaucoup de personnes, n'est pas normal. Quand on joue, on ne gagne pas sa vie. Or, maintenant, on joue et on gagne sa vie. Et des fois, beaucoup. On gagne beaucoup d'argent, et des fois, pas beaucoup, mais suffisamment pour vivre, pendant un certain temps. Donc, le problème aujourd'hui est que la notion professionnelle de l'activité basket est rentrée dans les mœurs. Des gosses rentrent ici à l'INSEP avec pour idée numéro 1, atteindre la NBA. Si ce n'est pas possible d'aller à la NBA, c'est d'aller dans un grand club français ou européen. Si ce n'est pas possible, c'est de passer dans un club qui me permettra de jouer au basket en gagnant ma vie. Avant, il y avait un entraîneur, des athlètes, une ou deux personnes autour. Maintenant, il y a toute une série de personnes qui ont souvent intérêt à être en contact avec l'équipe ou avec les joueurs. Et je veux parler en particulier des agents. C'est une engeance nouvelle, relativement récente, une vingtaine d'années, on va dire, qui a pris aujourd'hui une place dans tous les sports, en ce qui nous concerne, considérable, au sens où ils peuvent éventuellement modifier le comportement de quelqu'un ou s'il manque d'éthique, les faire changer d'endroit pour gagner de l'argent, pour vendre. Je ne sais pas si finalement on ne va pas trouver une solution pour apprendre à gérer ces phénomènes, à les intégrer dans le phénomène général d'éducation, dans le fond. Pourquoi pas? Moi, je suis optimiste et je dis on va arriver à ce que les problèmes d'argent et toutes ces choses-là soient intégrés dans le phénomène d'éducation. On trouvera les réponses. Pour l'instant, on ne les a pas trouvées, mais je crois qu'on y arrivera.